Donc, je vous disais bonne soirée, je m'appelle Jacques Guigou, je dirige la formation continue de TBS et c'est notre saison 2 des webinaires. Les premiers étaient pendant le confinement. On est sorti de ce confinement et c'est une bonne chose. En tous les cas, ça, au moins pour l'activité économique qui reprend tant que faire se peut. On a décidé de lancer une seconde série de webinaires parce que les premiers avaient bien fonctionné, les gens nous engageaient à poursuivre. Donc, on a décidé de poursuivre avec des thèmes qui sont des thèmes autour de l'entreprise. On ne parlera plus nécessairement de Covid et j'espère pas de confinement. Avec des thèmes qui sont des thèmes sur des questions qui se posent vraiment dans l'entreprise. La première question ce soir, c'est sécuriser. Et on a choisi des thèmes dans lesquels la réponse n'est pas forcément oui absolument ou non absolument. On est plutôt dans l'entre-deux. Et justement, on va chercher des spécialistes pour nous aider à réfléchir à cet entre-deux, l'endroit où il faut mettre le curseur. Et on va chercher des gens qui ont un regard un peu décalé, je ne sais pas si c'est la bonne appellation, et qui nous accompagneront sur ces différents thèmes. À la fin du webinaire, je vous présenterai les suivants pour justement nous aider à réfléchir et à savoir comment se positionner dans l'entreprise, que l'on soit salarié, que l'on soit dirigeant d'entreprise ou que l'on soit citoyen, parce que ces thèmes-là concernent aussi les citoyens que nous sommes tous les uns et les autres. Donc, je vous invite à découvrir qui est avec nous ce soir. Donc, il y a 3 personnes qui ont la gentillesse de m'accompagner. On commence par Laurent, le premier dans les petites vignettes que j'ai sous les yeux. Oui, bonjour à tous. Je suis le lieutenant-colonel Léberon. Je suis chargé de projet sécurité économique et protection des entreprises auprès du général commandant de la région de gendarmerie Occitanie. La gendarmerie accompagne les entreprises et les acteurs économiques selon 3 axes. L'axe préventif, donc diffuser une culture de sécurité du patrimoine, un axe défensif, donc l'appui à la réduction des vulnérabilités et le renseignement d'intérêt économique, et puis enfin l'axe judiciaire lorsqu'il y a des enquêtes à mener quand des entreprises ont été victimes d'une attaque. Merci Laurent. Vous avez compris que vous avez intérêt à ne pas faire les malins ce soir. Il y a un gendarme dans la salle, donc gaffe. Rémi. Oui, bonsoir à tous. Merci Jacques pour cette invitation. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Donc moi je suis Rémi Dedini, je suis le délégué à la sécurité numérique de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc délégué pour l'Occitanie. Voilà, mon périmètre, mon champ d'action c'est la région. L'ANSSI, c'est donc l'autorité nationale en matière de défense et de sécurité des systèmes d'information. Elle est chargée d'accompagner et de sécuriser le développement du numérique en France. C'est un service qui est rattaché au Premier ministre, donc on est interministériel, et on est plus exactement rattaché au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. On est une agence, mais on n'est pas une agence de renseignement. On n'est que sur des activités défensives. Notre cercle de bénéficiaires, ce sont les administrations, les opérateurs d'importance vitale et puis les opérateurs de services essentiels. Et on intervient sur nous aussi, donc sur 3 domaines. Donc la défense, avec notre casquette de cyberpompier, lorsqu'il y a vraiment des très gros problèmes et vous connaissez peut-être, avez entendu parler de TV5 Monde, qui a fait les gros titres des journaux. La prévention, c'est-à-dire qu'on intervient en surveillant les réseaux interministériels et les réseaux sensibles qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la nation et de l'État. Et puis l'information et la sensibilisation, c'est par exemple l'activité qu'on fait ce soir, et puis la diffusion de guides et de recommandations vis-à-vis du cyber. Voilà. Merci beaucoup Rémi. Et puis le troisième invité, Jean-François.
Bonjour à tous. Alors moi, je parlerai un petit peu moins dans notre organisation. Je pense que Jacques Digou m'a demandé de me joindre à vous pour deux raisons. J'ai deux casquettes qui peuvent rendre ma présence peut-être intéressante. Là, je suis consultant en stratégie dans le domaine de l'industrie et des nouvelles technologies. Et on ne parle plus que de numérique dans la stratégie des entreprises en ce moment. Pas toujours de cyber, mais en tout cas de numérique en général. Donc, je connais un tout petit peu le sujet et je suis également philosophe. J'essaye d'écrire, d'avoir des réflexions avec un petit peu de recul sur la numérisation, la digitalisation. Voilà, peut-être que je poserai quelques questions à nos invités relatives à ces casquettes. Merci. Voilà, donc vous avez en face de vous les trois invités. On va fonctionner en trois temps. Quand on a préparé, on a trouvé le plan suivant. Le premier temps, ça va être est-ce que c'est vraiment une réalité, cette cybercriminalité dont on nous parle. Deuxième temps, ce sera comment on fait pour être accompagné au mieux. Et le troisième temps sera qu'est-ce qui va se passer demain. Quelques petites infos que je vous rappelle. Le but, c'est d'être concret. Donc, on va donner le plus d'exemples possible. Il n'y a pas de langue de bois. On peut tout se dire à condition d'être bienveillant. Voilà, donc on va garder cette ligne de conduite-là. Les questions, vous pouvez les poser au travers du chat qui est à votre disposition. Donc, vous êtes habitués, je suppose, tous maintenant à ces outils du online. Vous avez une petite bulle chat. Posez vos questions là-dedans. Elles sont reprises par Sophie Duplan qui nous assiste. Merci Sophie, qui est derrière l'estrade là et qui nous les remonte. On les posera au fur et à mesure des discussions. Et puis, on se gardera un temps à la fin pour répondre à l'ensemble. Et enfin, il y a un sondage qui est en cours. Donc, je le dis pour les derniers qui sont arrivés. Il y a 26 personnes pour le moment qui ont répondu. Si vous pouvez répondre à ces 6 questions qui vous sont posées dans le sondage, je le débrieferai avec vous à la fin du webinaire. Voilà. La dernière question, on vous demande si votre entreprise a un PCA, plan de continuité d'activité, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cet acronyme. Alors, premier temps, est-ce que c'est une réalité? On va demander justement à la cellule qui s'occupe de surveiller ces cyberattaques au sens large. Laurent, est-ce que c'est une réalité? Alors, Jacques, avant de répondre à cette question, je tiens à préciser que en matière de cybercriminalité, il faut distinguer deux cas. Le premier, c'est le cas où les atteintes, le cas où le numérique est le moyen du délit. Donc là, on parle de délinquance astucieuse, on parle d'escroquerie, de prosélytisme, de pédocriminalité. Et ensuite, les atteintes où le système d'information est l'objet du délit. Donc là, on essaie d'atteindre la sécurité du système d'information. Une fois qu'on a dit ça, on comprend que la cybercriminalité, ce n'est pas qu'un sujet technique, c'est un sujet qui allie la technique et l'humain. Alors, la question est une réalité. Oui, au niveau des statistiques de la délinquance, on a des menaces qui sont virulentes et qui sont démultipliées. Plusieurs chiffres pour illustrer ce propos. On a une progression des atteintes de cybercriminalité qui est constante dans le temps et qui est exponentielle au niveau des chiffres. C'est-à-dire qu'on est à plus 22% en moyenne chaque année. Pour la gendarmerie, on est à environ 100 000 crimes et délits qui sont déclarés. Un autre chiffre qui peut illustrer cette réalité, c'est que la fraude au président, qui est une atteinte qui est assez connue, représente 47% des cyberattaques. On a enfin un focus qui peut être fait sur la période de confinement du Covid, où là, tout le monde était sur son ordinateur et on a vu une multiplication des atteintes par 5. Donc, tu as dit, Laurent, pardon, je te coupe 2 secondes, tu as dit qu'ils sont déclarés. Mais justement, dans le sondage, on a une question pour savoir si les gens iraient spontanément déclarer une cyberattaque, sachant que ça peut faire dire à mes clients, par exemple, que si jamais ils créent un compte dans mon entreprise, ils ne sont pas en sécurité. Donc, les chiffres, on en est sûr ou... Alors, les chiffres que nous avons sont
effectivement les dépôts de plaintes qui ont été rapportés aux forces de l'ordre. Mais à l'évidence, nous avons affaire à un chiffre gris, c'est-à-dire que les dépôts de plaintes ne sont pas en rapport, ou en tout cas sont en inadéquation avec la réalité des phénomènes. Pourquoi cela? Pour plusieurs raisons. Les entreprises hésitent à déposer plainte. Pourquoi? Parce qu'il y a une altération de l'image. Donc, on a calculé, on pense que pour un fait signalé, il y en a 267 qui sont commis. Donc, en fait, on a quand même un rapport de 1 à 267. Le deuxième point, c'est que les entreprises ne savent pas forcément qu'elles sont victimes d'une atteinte. La fraude et l'espionnage, ça ne se voit pas tout de suite. Et puis, lorsqu'il y a une atteinte au système de traitement automatisé des données, la moyenne, c'est 197 jours pour déceler cette atteinte et 69 jours pour y remédier. Donc, voilà, on a un chiffre gris et nous commençons à connaître le phénomène. Il y a une question peut-être que l'on peut prendre dès maintenant. Il y a Florent qui nous demande la différence entre crime, le mot que tu as employé, et délit. Et il voudrait quelques exemples. Alors, c'est un vaste sujet. Le code pénal définit trois types d'infractions, les crimes, les délits et tout ce qui relève du champ contraventionnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons affaire plutôt à une délinquance qui était très structurée et là, en l'occurrence, on est souvent sur des délits. Comment dire, les personnes, les cybercriminels font une analyse des risques et ils ont bien compris que entre une usurpation d'identité et un vol à main armée, le vol à main armée qui est un crime et une usurpation d'identité qui n'en est pas un, mais les risques sont moins élevés. Donc, je ne veux pas rentrer dans un débat qui soit trop technique et qui représente un peu tout ce que l'on retrouve dans les différents codes. Mais voilà, il y a une analyse des risques qui a été faite et aujourd'hui, on est sur une délinquance qui commet essentiellement des délits. Alors, je vais te donner un ou deux exemples, et puis comme ça répondra à l'autre partie de la question, les exemples. Et tu me dis si je suis un criminel ou un délinquant. Je n'ai pas envie que TBS me licencie, donc j'introduis discrètement dans le système informatique de TBS un virus. Et dès que je me suis fait sortir ou que je n'ai pas eu mon augmentation, j'active une information qui va déclencher ce virus. Et là, tu es un délinquant, Jacques. Je suis un délinquant, ça va. Bon, ça, c'est pas méchant. J'usurpe l'identité du colonel Leberon et je vais aller créer un site sur lequel je vais faire du prosélytisme. Alors, sur la création du site, on est encore sur du délictuel, je pense. Ok. Un crime serait quoi? Tu as un exemple? Le crime, c'est tout ce qui va pousser quelqu'un à attenter à la vie d'une personne. Donc, Donc, la pédocriminalité, ça relève du volet criminel. Ok. Voilà. Donc, je pense qu'on a répondu aux questions de Florent sur les exemples, enfin la distinction crime et délit, et puis en donnant quelques exemples. Et après, on peut imaginer tout un tas de choses. Et c'est vrai que l'imagination est prolixe dans la matière. On le voit de plus en plus, on y reviendra tout à l'heure. Les cibles, c'est qui? Ah, les cibles. La première ligne de front, ce sont les entreprises et les administrations. Les entreprises sont victimes à 57% du total. Les administrations représentent 7% des victimes. La deuxième ligne, ce sont les individus. Et parmi les cibles privilégiées, les analyses sur les 10 dernières années mettent en avant que les organisations gouvernementales et la défense sont attaquées principalement à hauteur de 50%. La finance,
33%, l'énergie 10%, et là, le médical, le secteur médical et pharmaceutique, et vous comprenez aisément pourquoi. Ok. Le mode opératoire, un peu, on suppose que c'est pas franco-français, parce que ce qu'on voit dans les mails qu'on reçoit, où on essaie de nous proposer d'encaisser quelques millions de dollars, bon, je doute bien que ça vient pas de France. On voit une orthographe un peu bizarre des fois. Donc, tout ce qui est mode opératoire, tout ce qui est comment ça fonctionne, quoi. On a une véritable taylorisation de la criminalité digitale, c'est-à-dire qu'il y a chacun a sa tâche, il y a des sous-traitants et donc on voit bien que tout ça s'organise. L'idée que l'on avait des mafias dans la vie réelle a été maintenant transposée sur le numérique. Donc, on a des groupes qui s'occupent d'analyser les cibles en amont, les organisations, les personnes. On a d'autres qui sont en charge des approches physiques et numériques. On a ensuite des personnes qui s'occupent de retraiter l'argent qui a été pris avec des circuits internationaux qui sont tout à fait fiabilisés. Et pour donner un exemple, c'est le RAS, c'est-à-dire le Ransomware as a Service, c'est-à-dire un modèle économique qui consiste à, après avoir créé leur rançon-logiciel, les cybercriminels sont capables de le distribuer en utilisant des kits d'exploitation. Donc, on a affaire à une cybercriminalité qui est très structurée, où on retrouve plusieurs groupes. On a les groupes qui appartiennent à des États, des groupes qui sont soutenus par des États, des groupes qui ne sont pas inquiétés par des États. On a des groupes autonomes, ce sont des mafias. On a des groupes de faits, c'est-à-dire des cybercriminels qui se sont regroupés à la faveur de leur pérégrination sur le web. Et puis, on a des activistes. Voilà. Donc, il y a une question justement sur les profils types là, du cybercriminel. On comprend qu'on est loin quand même du petit jeune féru d'informatique qui se fait plaisir dans son coin juste pour s'amuser. Oui, on n'est plus, on n'a plus affaire à l'adolescent avec un sweat à capuche au fond du garage. On a affaire à des personnes qui sont très structurées, comme je le disais, qui ont des moyens importants, qui ont des intentions certaines, qui ont des méthodes rodées, qui ont des circuits internationaux à leur disposition qui sont fiabilisés. Donc oui, on a vraiment affaire à des organisations criminelles. Concrètement, les conséquences pour les entreprises, c'est quoi? Tout à l'heure, dans les pourcentages que tu donnais des cibles, on voyait que les entreprises étaient une cible importante. Les conséquences sur un certain nombre d'affaires que tu as eu à traiter, alors évidemment, tu ne peux pas les citer, c'est quoi? Principalement des pertes financières, puisque c'est l'objectif principal, c'est obtenir des gains illicites. Le deuxième point, ce sont des pertes de données. Le troisième point, c'est la paralysie de l'activité de l'entreprise. Et puis, il y a les effets induits, c'est-à-dire la dégradation de la réputation. Ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des entreprises qui ont été victimes d'un ransomware ferment dans les 12 mois qui suivent. Alors peut-être, je ne sais pas si tout le monde connaît ransomware en 3 mots. Ransomware, en fait, c'est un virus qui interdit tout accès au système d'information, qui bloque le système d'information. Bien, voilà, on commence à avoir dressé un panorama. On se dit qu'effectivement, c'est une réalité. Peut-être juste avant de passer à la suite, Laurent, la différence entre police et gendarmerie. Ce soir, on a en face de nous la gendarmerie. Alors, il y a une définition des zones de compétence pour l'enregistrement de la délinquance qui définit 2 zones, la zone de compétence police et la zone de compétence de la gendarmerie. Théoriquement, c'est lié au nombre de personnes qui résident dans la commune.
depuis que cette règle a été édictée, vous vous doutez bien que les volumes de population ont un petit peu évolué. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que désormais, selon le principe du guichet unique, vous pouvez déposer plainte où vous voulez. Donc, pour faire simple, si vous faites voler votre smartphone à Toulouse, donc en zone de compétence police, vous pouvez tout de même aller à Saint-Orens parce que c'est votre lieu de résidence, déposer plainte. Voilà. Mais l'idée, c'est que il vaut mieux déposer plainte à l'endroit où les faits ont été commis. Ok, merci. Vous êtes 29 sur 43 à avoir répondu au sondage. Les autres, n'oubliez pas de le faire, s'il vous plaît. Jean-François, ça t'inspire quelque chose? On a un peu plombé l'ambiance là avec un climat un peu anxiogène au départ. Donc, si tu peux allumer ton micro parce qu'on ne voit pas, on ne t'entend pas, pardon. Donc, il faut ouvrir le micro. Non, il n'y a pas de question. Je ne sais pas. Tu as ton micro éteint. Bon. Eh bien, on va continuer avec Rémi. Vous m'entendez, Jacques? Voilà, là c'est Vous bon. m'entendez? Voilà, c'est vous qui aviez éteint. Alors, si, je poserai bien une question, si tu veux bien, parce que quand on a préparé ça, moi, je suis complètement surpris par l'ampleur du phénomène. J'ai beau être assez à l'aise avec les questions du numérique en général et du monde des entreprises, mais là, je suis quand même un peu abasourdi par les chiffres. On a parlé de 100 000 cas par an, d'une croissance de 22%, d'une multiplication par 5 pendant le Covid. 100 000 cas par an, ça veut dire 1000 par département. On est en Haute-Garonne, par exemple, il y en a eu 1000, certainement même peut-être plus par an. C'est énorme. On parle de rançongiciel, on parle de structuration, de réseau international, de taylorisation, de groupes qui seraient soutenus par les États. Mais c'est énorme tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire quand on essaye de se projeter? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une nouvelle industrie? C'est un cancer avec lequel on va vivre toute la vie? Dans 20 ans, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qu'on doit imaginer? Ça sera pire? On sera complètement engorgé là-dedans? Ou bien c'est quelque chose qui peut s'effacer avec le temps, qu'on peut maîtriser et qui peut s'arrêter? Vers quoi on va là quand on essaye de se projeter? Si vous pouviez me renseigner un petit peu là-dessus, ce serait intéressant. Merci. Effectivement, bonne question à se poser sur la suite. Peut-être que Rémi, tu as justement des éléments pour éclairer ces aspects-là. Écoute, oui, on va en tous les cas vous en proposer. Jean-François a raison. On assiste à une évolution inquiétante de la criminalité. Et comme le disait Laurent il y a quelques instants, on a une professionnalisation des schémas cybercriminels qui est particulièrement inquiétante parce que c'est une criminalité, comme l'a dit Laurent, qui finalement est difficile à combattre, qui est difficile à endiguer, pour laquelle l'analyse de risque côté cybercriminel est assez simple. Amusez-vous à faire des faux billets et faites de l'extorsion de fonds via rançongiciel. Le code pénal n'est pas tout à fait le même et quelque part, la difficulté de poursuivre les criminels est bien plus compliquée dans le cyberespace. Alors ça nous emmène si on prend un peu de recul, on avait tous en tête l'histoire du jeune à capuche dans son garage, Wargames, les années 80, quand on était petit. On a affaire à des groupes cybercriminels qui étaient avant autonomes, maintenant qui sont organisés et qui vendent des prestations de pénétration informatique à d'autres groupes cybercriminels.
Et si on prend encore un peu plus de recul, ben on a, comme on le disait tout à l'heure, des États qui soutiennent ou qui encouragent, ou en tous les cas qui ne luttent pas contre ces activités illicites. Et tout ça, en fait, ça remet en question des questions de fond, de souveraineté numérique. Est-ce qu'on va se laisser faire? Est-ce qu'on va crouler sous la chape de plomb de cette criminalité? Bien sûr que non. On a en France une politique volontariste et une stratégie de défense de nos infrastructures, de notre système, et une volonté souveraine de garder justement cette souveraineté numérique. Il y a beaucoup de choses, notamment la partie opérateurs d'importance vitale. Donc, c'est-à-dire, ce sont des entreprises qui contribuent à ce que la nation aille bien. Alors, on va trouver qui? On va trouver les gens qui distribuent l'eau, on va trouver les gens qui distribuent l'électricité, les télécommunications, les transports, et puis aussi d'autres secteurs. Donc, c'est une organisation sectorielle. Donc, l'espace, la défense et d'autres catégories dans lesquelles il y a certains acteurs qu'on suit de manière très précise parce qu'on ne veut pas que du jour au lendemain, il n'y ait plus de distribution d'eau au niveau national. Voilà. Ces acteurs-là sont le périmètre naturel ou en tous les cas premier de l'ANSSI. Exactement. C'est l'objectif même de l'ANSSI. Dans un premier temps, l'ANSSI, historiquement, a pour vocation… l'ANSSI, c'est une vieille dame, même si elle n'a en apparence que 11 ans, elle a fêté son 10e anniversaire l'année dernière, mais c'est une vieille dame qui trouve ses racines en 1943 lors de la création de la direction technique du chiffre. Donc on a un héritage culturel très cryptographique et on est de toute manière depuis toujours… enfin depuis toujours, en tous les cas depuis 1943, l'organisme qui effectue la réglementation, qui produit la réglementation sur la cryptographie, par exemple. Donc, on ne se laisse pas faire, comme je disais, et on s'organise. Et notre périmètre premier, c'est l'interministériel et les réseaux sensibles de l'État. Donc, les réseaux de défense, les réseaux de la présidence de la République et de tous les ministères. C'est pour ça qu'on est rattaché au service du Premier ministre pour être un service interministériel. Voilà. Et donc le deuxième cercle, c'est les OIV, donc qui ont une importance vitale pour la nation. Et le troisième cercle de nos bénéficiaires, ce sont les opérateurs de services essentiels. Donc là, on va trouver certains hôpitaux, par exemple, il peut y avoir des OIV, il peut y avoir des OSE, par exemple, on l'a bien compris, en période de crise sanitaire, il était important que les hôpitaux, les établissements de santé qui bénéficiaient, qui avaient en propre des structures de réanimation soient protégés. Donc, OIV, OSE. Oui, c'est ça. Ça veut dire opérateur d'importance vitale, OIV, et opérateur de services essentiels, OSE. Voilà. Juste un détail, c'est pas un détail, c'est quelque chose d'assez important. On a connu pendant le confinement une explosion de la délinquance cyber et de la criminalité de petite et moyenne envergure. On n'a pas eu de crise cyber à proprement parler, au sens où il n'y a aucun, justement, des systèmes vitaux de la nation qui ont été attaqués et on n'a pas subi d'attaque d'envergure sur nos systèmes vitaux. Donc, la crise Covid, c'est une crise sanitaire, c'est pas une crise cyber, quand bien même il y ait eu une explosion du phishing, donc du hameçonnage, des faux courriers pour introduire des virus, des choses comme ça. Mais c'est pas ce qu'on caractérise, c'est pas comme ça qu'on caractérise une crise cyber. Vous avez, à propos de caractérisation des attaques et des crises cyber, vous avez présenté une classification. Peut-être qu'on peut partager ce document-là. Attends, je vais essayer de le faire. Voilà, si vous regardez sur votre écran, vous devez avoir le partage, je pense. Et donc, ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la pyramide du risque. Et
en reflet à la question de Jean-François qui disait mais finalement on peut rien faire contre. Non, on fait contre, mais on s'adapte. Et le risque cyber, c'est un risque comme l'incendie, comme les inondations. Et il faut adapter la réponse à la typologie du risque. Donc, on a 3 grandes catégories. On a la base, en fait, les attaques cyber qui sont de très grande envergure, qui ne sont pas ciblées et qui vont toucher monsieur et madame tout le monde. Ça, ce sont des attaques pour lesquelles on va avoir des réponses en appliquant des principes de base de sécurité des systèmes d'information, donc de cybersécurité. Et on va avoir dans cette typologie d'attaque des incidents, voilà, peut-être les derniers script kiddies avec leur capuche dans leur garage, et puis des choses assez banales en termes de criminalité. Si on monte un petit peu plus dans le spectre, on va avoir affaire à des menaces d'origine malveillante, mais à spectre large. Donc ça, c'est typiquement les rançongiciels, donc les logiciels qui s'installent de manière insidieuse dans votre système d'information sur votre ordinateur, qui vont chiffrer, enfin qui vont crypter vos données et qui vont exiger le paiement d'une rançon pour vous donner la clé de déchiffrement pour que vous puissiez récupérer vos données. Bien entendu, il ne faut jamais payer, puisqu'en fait, quelqu'un qui paye une fois paiera 2 fois, voire 3 fois. Et en plus, ça alimente les circuits cybercriminels. Et on l'a constaté dans de très nombreux cas. Bien entendu, il n'y a pas de clés qui sont livrées. Et puis, quand ils livrent des clés, c'est tellement mal fait que c'est parfois tellement mal fait que on récupère même pas ces données. Donc ça, c'est de la malveillance, enfin c'est de la cybercriminalité à spectre large. On lutte contre cette criminalité avec encore bien entendu en appliquant les règles de base, mais aussi en appliquant des choses un peu plus poussées, en réfléchissant à son système de défense et en mettant en place des méthodologies, et j'y viendrai après. Et puis quand on monte un petit peu plus dans le haut du spectre, là on a du malveillant ciblé. Alors c'est parce qu'on travaille potentiellement sur des choses à forte valeur ajoutée. Ça intéresse beaucoup le concurrent qui est de l'autre côté de la rue ou de l'autre côté de la planète, qui voudrait voler l'idée ou alors détruire votre outil de production en chiffrant vos données et en rendant inopérant votre outil. Donc au final, on va dans ces cas-là prodiguer des guides, et des conseils, des recommandations bien particuliers sur certains domaines. Je pense notamment au domaine de la défense, où on a un cadre réglementaire et pour lequel on va demander la mise en place de contre-mesures plus consistantes pour lutter contre cette malveillance ciblée. Puis à un moment, on ne peut plus résister. On a mis en place des couches et des couches de protection en structure de pelure d'oignon. Mais l'incident arrive, on tombe sur des criminels qui sont particulièrement motivés, très bien renseignés, qui ont de la collusion avec potentiellement des gens à l'intérieur de l'entreprise. Et il faut se rendre compte que contre de la malveillance ciblée et stratégique, on ne peut rien faire. Voilà. On peut juste préparer en fait la résilience et notre capacité, se préparer à l'incident et se préparer à pouvoir remettre en route les systèmes et se protéger. L'extorsion, pas l'extorsion, l'exfiltration de données aura peut-être eu lieu, mais en tous les cas, si elle a lieu, il ne faut pas que ce soit sur des volumes trop importants. Et l'important, c'est de pouvoir se relever très vite. Et là, on est sur des systèmes de réaction par scénario, et on en parlait tout à l'heure, tu l'évoquais, c'est la continuité d'activité, la reprise d'activité, et puis l'évaluation de l'impact. Mais je donne toujours cet exemple-là, les centrifugeuses
d'uranium iraniennes qui ont subi les assauts du virus Stuxnet, je pense qu'elles étaient dans un environnement plutôt contrôlé. Et finalement, les gens qui étaient derrière Stuxnet, grâce à un cumul d'informations, de collusion et une avance technologique importante, ils ont quand même réussi à injecter dans un système d'information très protégé ce virus. Donc, il faut se préparer à ça et il faut être résilient. Voilà. Rémi, tu as parlé des documents que vous produisez. Je change d'écran pour justement les montrer avec les deux niveaux que tu as expliqués, des guides assez généraux en fait, pour monsieur tout le monde ou le dirigeant de l'entreprise, et puis des guides très spécialisés. Ouais. Alors sur la première page, en fait, là je vous présente quelques-uns des guides et de recommandations que l'agence produit. Notre objectif, encore une fois, c'est de contribuer à la sécurisation de la société de l'information. Donc, quand bien même notre cercle de bénéficiaires, ce soit l'interministériel et puis les opérateurs vitaux pour l'État, on a quand même une mission envers les entreprises et bien entendu envers nos concitoyens. Ce qui nous drive à l'agence, c'est la souveraineté numérique. Donc c'est la souveraineté numérique de monsieur et madame tout le monde, de vous, de moi et de notre nation et notre système. Donc le premier guide qui est des recommandations très simples, c'est le guide des bonnes pratiques de l'informatique. Il a été fait avec la Confédération des petites et moyennes entreprises. Ce sont 12 règles très très simples qui sont dans le premier guide multicolore en bas à gauche. 12 règles, la première étant sur les mots de passe. Voilà, la deuxième étant sur la mise à jour de systèmes d'information. Si on applique ces 12 règles-là, on s'affranchit de 90 voire 95% des mauvaises surprises qu'on pourrait avoir en surfant sur Internet ou en connectant notre ordinateur avec le web. La sécurité des systèmes d'information, c'est pas de la sécurité des systèmes informatiques. Un système informatique, c'est un ordinateur et des réseaux. Un système d'information, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est un système socio-technique, donc technique où on va trouver le système informatique, mais social parce que on prend en compte l'utilisateur et puis la dimension métier, la dimension des contraintes qu'on a avec à respecter vis-à-vis de l'outil informatique. Mais finalement, l'humain fait partie du système d'information et c'est souvent un maillon faible. Et dans ces 12 règles, il y a notamment de la sensibilisation et puis on fait attention à ce qu'on met sur Internet, on fait attention à ce qu'on met sur les réseaux sociaux, on fait attention à son image. Voilà. Donc, ce sont des règles de bon sens. Tout le monde pourra aller sur le site ssi.gouv.fr, donc le site de l'agence, télécharger ces différents guides. Après, on monte un peu en gamme. Rémi, dans l'assistance, c'est un fan qui dit que l'ANSSI a produit de la matière en libre accès qui est vraiment remarquable et utile à l'entreprise. Donc, c'est qu'on on fait bien notre boulot, alors donc je suis content de l'entendre. En général, les guides sont plutôt bien perçus par la communauté grand public ou les experts. Donc, comme on les a sous les yeux, je vais te demander d'accélérer parce qu'il y a plein de questions. Pas de souci. Alors, je vais aller très vite. Ça, c'est la règle de base, il y en a 12. Le guide tout bleu, au milieu, c'est ce qu'on appelle l'hygiène. L'hygiène, c'est 42 règles. Donc là, on est plus sur un guide qui s'adresse aux entreprises un peu plus importantes. C'est plus sur la dimension personnelle, mais c'est mettre en place, en fait, un système de protection de l'information. Et puis, un chef d'entreprise, il faut qu'il ait un peu de recul et surtout, il intègre dans sa gestion de son entreprise la gestion de risques, de ces différents risques, le risque d'incendie, le risque vis-à-vis de ses fournisseurs, mais aussi le risque cyber et le guide de maîtrise du numérique, du risque numérique. Et là, pour l'accompagner, bon, c'est un document un peu volumineux, mais qui est vraiment là pour accompagner les chefs d'entreprise là-dedans. Et c'est là, au final, la gestion de risque, c'est ça. Et puis, la page d'après, Jacques, je présente quelques risques
quelques guides pardon, qui sont très très spécifiques, comme je vous le disais tout à l'heure. Quand on est sur des menaces élaborées, ben, on va avoir des guides sur la protection du potentiel scientifique et technique de la nation. On va avoir des guides sur les réseaux qui manipulent des informations en diffusion restreinte. Voilà. Donc, on fait du grand public et puis on fait aussi du full custom et je dirais de la haute couture pour répondre aux besoins vraiment particuliers de certains domaines. Merci beaucoup, Jean-François, toi qui écris des livres face à tous ces livres écrits par l'ANSSI. Ben, j'ai envie de reposer une question à M. Daudigny qui est dans la suite de celle que je posais tout à l'heure. Vers où on va avec ça? Et n'y a-t-il pas un retard systématique, même si vous travaillez beaucoup, là je découvre tout ce travail, et il paraît en plus que vos guides sont bien faits, c'est une chose, mais est-ce que vous n'êtes pas voué à courir toujours derrière? Est-ce qu'il n'y a pas un retard systématique derrière la menace? Et est-ce que l'écart n'est pas toujours croissant puisque tout s'accélère un petit peu? Comment vous gérez ça? Et finalement, quand on relève la tête, est-ce que c'est l'individu ou est-ce que c'est les institutions et les entreprises qui sont les plus exposées à ces risques-là? Je complète pardon, le commentaire de Jean-François, de questions qu'il y a dans le chat, en disant est-ce que le droit évolue à la même vitesse ou pas, et en disant est-ce que les gendarmes sont voués à courir moins vite que les voleurs. Ouais. Donc, Jean-François, je vais plagier notre directeur général, Guillaume Poupard. On est dans une partie d'échecs où les méchants jouent avec les blancs. C'est-à-dire qu'ils ont un coup d'avance, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas se battre et gagner. Il y a toujours une créativité sans limite côté criminalité. On a même d'ailleurs, là on parlait des rançongiciels, j'en profite, j'en ai pas parlé, le guide qui est paru au mois de septembre sur les rançongiciels à consulter d'urgence. C'est un des premiers guides qu'on fait avec des témoignages de victimes, M6, leur émission au CHU de Rouen. Et pour vous donner une idée, hein, sur les 6 derniers mois, on a vu une augmentation x4 du nombre d'attaques par rançongiciel et d'extorsion de fonds. Donc, les méchants jouent avec les blancs. Il ne faut pas confondre en fait la réaction qu'on peut avoir vis-à-vis de la protection. On a quand même des systèmes efficaces pour se protéger, pour protéger les systèmes vitaux. C'est sûr que qui va être victime, ce sont les entreprises, ce sont les citoyens. En fait, c'est notre souveraineté économique, parce que finalement, la cyber, ça sert strictement à rien, si ce n'est à protéger notre système économique, voilà, et notre souveraineté. Voilà. Donc, la cyber pour la cyber, faire des maths, c'est joli, mais ça fait pas manger. Donc, au final, ce que je veux dire, c'est que on a quand même des lignes de défense à faire valoir. On se défend. Par contre, le temps de l'enquête et le temps judiciaire, je laisserai Laurent compléter, il n'a rien à voir avec le temps de l'attaque. On est dans l'instantanéité dans le cas d'une affaire, d'une attaque cybercriminelle, et on est dans un temps qui pourrait sembler géologique lorsqu'on a une judiciarisation. Mais au bout du compte, l'important, c'est d'arriver à l'objectif d'arrêter des groupes cybercriminels, et il y a quand même des succès dans ce domaine. Alors, je voudrais prolonger la question en disant, parce qu'on mesure mal, nous, quand on n'est pas spécialiste, j'aimerais bien avoir l'avis. Big data, intelligence artificielle, blockchain, est-ce que tout ça peut pas aller vers une reprise en main? Je ne sais pas moi, peut-être vers une reprise en main. Les choses devenant très complexes, peut-être que les grandes nations peuvent reprendre la main sur tout ça. Alors, les grandes nations vont reprendre la main. En tous les cas, la France a une politique volontariste de ne pas se laisser mener par le bout du nez. Et sur tous ces sujets, je vais même citer l'informatique quantique, pour lequel il y a eu un rapport en janvier dernier, le rapport Forteza, et sur lequel l'agence, en fait, la sous-direction expertise, donc les laboratoires de recherche,
était l'autorité technique nationale. Parce qu'on est autorité en cyber, mais on doit faire autorité, et c'est pour ça qu'on a des laboratoires de recherche là-dessus. Voilà. On s'intéresse, on traite, et on fait plus que s'intéresser, on a des positions tranchées, et on arrive sur des systèmes en fait tellement compliqués qu'au final, ça dépasse même parfois la cybersécurité, et je veux dire, c'est comme la génétique, il faut se poser des questions en faisant appel à différents corps de métier. Le big data, finalement, il y a aussi des questions sociologiques, il y a des questions philosophiques à avoir, et ce sont des sujets que l'on traite d'ailleurs au sein de l'agence. Il existe l'Agora 41, c'est 41 personnalités qui ont donc des penseurs. Il y a Claudie Aigneret, par exemple, la spationaute. Il y a des experts de la cyber, mais surtout pas que, pour traiter et réfléchir justement aux impacts de ces nouvelles technologies sur notre souveraineté et la vie des citoyens. Laurent, pour rebondir, face à tout ça, les entreprises, les stratégies, c'est quoi? Comment elles réagissent? Est-ce que tu as vu dans des cas… Alors, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Rémi. Ce qui caractérise le cyberespace, c'est la rapidité et la furtivité. Et effectivement, le temps de l'enquête, c'est un temps un peu plus long. En tout cas, on n'est pas sur du temps réel. Donc forcément, ce travail que nous effectuons et qui est parfois couronné de succès, c'est un temps un peu plus long. En ce qui concerne la réaction, deux remarques. Premièrement, l'inaction numérique, ce serait une faute, et ce serait une faute à tous les niveaux. Une faute politique, je vais dire, avec un grand P, puisque il y a trois niveaux de lecture à avoir. Il y a celui du national et du supranational qui nous dépasse un petit peu. Il y a le niveau de l'entreprise et il y a le niveau individuel. Pourquoi je parle de ces trois niveaux? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une époque où la sphère professionnelle et la sphère privée se confondent aisément, à la fois dans les temps et dans les moyens. Ça a été un enseignement aussi de la période du Covid. On a vu une utilisation anarchique des outils, puisque les entreprises n'étaient pas forcément préparées au télétravail. Et puis, on a vu aussi un déplacement des activités dans le temps. Par exemple, les échanges de mails sont intervenus à des heures que j'appellerais hors heure ouvrable. C'est-à-dire qu'il y a eu des échanges de mails tardifs dans les soirées ou très tôt le matin, en tout cas pas dans des horaires de bureau. Et donc, tout ça, ça veut dire que les cybercriminels travaillent sur toutes les fragilités. Fragilité humaine, fragilité technique, fragilité dans nos temps de réaction. Ils exploitent nos temps faibles. Alors, pour les entreprises, la vraie difficulté, elle est simple. Les sécurités, ça dépasse la question du numérique. Les sécurités sont toujours considérées comme des centres de coûts et non des centres de profit. On est un peu sur la théorie du dentiste. C'est-à-dire qu'on va voir le dentiste quand on a mal. Là, c'est un peu la même chose en matière de sécurité. Alors, il y a des choses qui paraissent parfois un peu plus évidentes. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas de fermer la porte de l'entreprise. En revanche, on laisse des baies vitrées ouvertes. J'illustre à travers le propos de baies vitrées, des baies vitrées ouvertes en matière de numérique. Donc voilà, il y a forcément quelque chose à faire. Ensuite, je pense qu'il faut accompagner les entreprises parce qu'elles ne savent pas forcément comment s'y prendre. Et ce travail d'accompagnement, nous le mettons en œuvre avec les différents acteurs et partenaires, à la fois de la défense, de la sécurité intérieure et de l'ANSSI notamment. Sur ce volet-là, il y a une question qui demande si le dirigeant peut être tenu responsable. Oui. Laurent, tu veux répondre ou… Non, vas-y, Rémi. Il y a déjà un truc évident, c'est que, et moi ça m'arrange bien, c'est le RGPD. Si jamais il y a une fuite de données personnelles, c'est quand même la probabilité pour qu'il n'y ait pas de fuite de données personnelles dans une attaque cyber,
d'ampleur, d'envergure sur un système d'information d'une entreprise, elle est quand même assez faible. Bien entendu, il est responsable d'un point de vue légal de la protection, de la mise en œuvre de systèmes de protection de son système d'information. Donc, il y a un excellent guide de la CNIL en 17 points qui permet de traiter ça. Donc, oui, bien entendu, sur cet aspect RGPD, il y a en effet un volet légal. Alors, tout à l'heure, il y avait une question justement, est-ce que le cadre réglementaire est pas en retard? On est toujours en retard sur ce sujet-là. Néanmoins, en Europe, on est quand même plutôt en avance. Et même au niveau international, on est plutôt en avance. Je parlais tout à l'heure des opérateurs d'importance vitale pour lesquels l'agence, donc l'ANSSI, a même une mission d'inspection en fait sur site des systèmes d'information d'importance vitale. Ça c'est quelque chose qui est copié à l'étranger, pas plus loin que outre-Atlantique. Notre système de certification de produits, il a donné beaucoup d'idées en Europe et il y a certains schémas de certification même qui avaient été pas copié, mais en tous les cas qui a intéressé pas mal le Sénat américain également. Donc, on est encore une fois les méchants jouent avec les blancs. Le cadre du temps, la judiciarisation et des lois est toujours un peu plus long, mais la loi de programmation militaire de 2000, le livre blanc et la loi de programmation militaire, respectivement 2013, donne bien une impulsion nette de notre stratégie de défense nationale en matière de cybersécurité. Il nous reste, merci, il nous reste 6 minutes. Je voudrais qu'on consacre, qu'on traite un sujet qui est vraiment important, c'est le sujet de l'assurance. Alors, il y a eu des questions dans le chat, vous avez vu passer, je suppose, sur l'assurance. En gros, dans un monde où on peut, de ce que j'ai compris, ne jamais être sûr d'être protégé à 100%, est-ce que c'est pas raisonnable de s'assurer? Et là aussi, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Qu'est-ce que vous en pensez? En premier temps dans la réponse, et puis après je laisserai Rémi compléter, la couverture assurantielle valide le modèle économique des méchants. C'est-à-dire que on pourrait considérer que parce qu'on est assuré, on est remboursé d'une partie du préjudice et qu'à ce titre-là, c'est pas bien grave. L'assurance fait son boulot et donc on peut continuer. L'usage des outils numériques, c'est le sens de l'histoire. L'usage des assurances aussi. Maintenant, c'est quand même un sujet qu'il convient de border. Rémi, avec une question que j'y rajoute, le budget de l'IT qui devrait être consacré à la cybersécurité, qui rejoint un peu l'assurance. Alors au niveau de l'assurance, il y a du bon, il y a du moins bon. Comme l'a dit Laurent, il ne faut pas se tromper. L'assurance, c'est pas parce qu'on a souscrit une assurance que c'est bon, on est vacciné et on ne va pas attraper la rougeole. Bien entendu, c'est pas ça. Et il y a certains schémas d'assurance qui sont particulièrement inefficaces et on alerte en général contre certains professionnels qui connaissent pas bien le domaine parce qu'on a constaté à quelques reprises, heureusement rares, que l'assureur venait au chevet de l'entreprise qui avait subi une cyberattaque et qui disait écoutez, on va vous aider à payer la rançon. Donc, bien entendu, c'est pas ça. Une assurance, c'est quelqu'un qui va vous aider à monter en maturité en sécurité, en cybersécurité, qui va vous imposer justement à minima nos 12 règles et puis vous inciter à aller vers les 42 autres, qui va vous faire progresser et puis qui va, en cas de crise, être à vos côtés pour organiser les secours, entre guillemets, vous aider à gérer la crise, vous mettre en relation avec un prestataire de remédiation. Donc, un contrat d'assurance qui aurait ce type de clause serait plutôt bienvenu. Aujourd'hui, c'est pas encore cadré. Honnêtement, j'ai pas de vision sur si ça sera fait à court terme ou à moyen terme. Mais c'est en tous les cas quelque chose. Il y a certains bons produits sur le marché, mais tout n'est pas bon. Jacques, si tu permets, je voudrais rajouter quelque chose sur l'assurance. L'assurance couvre un risque. Encore faut-il avoir identifié le risque. Et aujourd'hui,
ce que l'on a pu observer, c'est que les entreprises ont du mal à cartographier et leurs richesses et leurs risques. Allez, un autre point. Alors là, 30 secondes. Certification, quand? Une certification, comme il en existe dans plein d'autres domaines sur la sécurité, dans le domaine de la cybersécurité. Voilà. Mais ça existe déjà. En fait, aujourd'hui, depuis plus de 20 ans, l'agence émet des visas de sécurité. Exactement, le terme, c'est des visas qui regroupent de la certification, de la qualification sur des produits et des services. Donc, je vais prendre un exemple très simple. La carte bleue que vous avez dans votre portefeuille, si elle a été mise sur le marché, c'est qu'il y a une évaluation de sécurité qui a été suivie par l'agence. Donc, ça existe. Et puis, les prestataires de réponse à incidents, les PRIS par exemple, donc on retrouve tout ça sur le site de l'agence. Merci. Jean-François, il nous reste un petit moment. Alors, je terminerai sur une question plutôt. On s'aperçoit qu'on entre dans une nouvelle réalité, là. C'est une nouvelle réalité qui a une épaisseur de laquelle on n'est pas prêt de sortir. Et je reste un peu perturbé presque par je lui redonne la parole peut-être, par la réflexion de Laurent tout à l'heure qui dit finalement l'assurance valide le modèle économique du délinquant. C'est terrible d'entendre ça. Les mauvaises assurances, oui. Merci. Il est 59, c'est frustrant de devoir s'arrêter. Je suis vraiment désolé, c'est un super sujet et on y reviendra probablement sous un angle différent. Je débriefe avec vous pendant quelques secondes le sondage parce qu'il y a des informations intéressantes dedans. Première question, est-ce que vous vous sentez concerné? Eh bien, 47% oui, 47% non et 6% c'est pas. Deuxième question, votre entreprise ou vous avez subi une attaque plus que du spam? Oui, à titre personnel, 15, 29% pour l'entreprise, non pour 56%. Vous avez entendu que peut-être vous n'êtes pas encore rendu compte. Si vous étiez victime d'une cyberattaque, vous déposeriez plainte? Alors voilà une question qui va intéresser Laurent. Réponse oui, réponse non, 9%, et surtout ne sait pas, 38%. Que je trouve énorme. Si on avait posé la question, est-ce que si vous faites voler votre carte bancaire, vous allez porter plainte? Il y aurait quasiment 100% de oui. La question suivante, vous savez vers quels acteurs vous tournez en cas de besoin? 47% oui, non ou ne sait pas, eh bien 29 et 24. J'espère qu'avec les interventions de Rémi, maintenant le résultat de cette question aurait changé. Une personne de votre entreprise est dédiée à la sécurité, eh bien 62% oui, ce qui est plutôt une bonne chose. Et votre entreprise a un plan de continuité d'activité en cas d'attaque, 59% oui, 41% non. Voilà, donc on vous partagera ces résultats. Grand merci à tout le monde, il est 20h pile. Le prochain sujet, c'est entreprise punir. Alors c'est bizarre, dans la période où le management est plutôt du management bienveillant, on va se poser la question, quand ça dérape, quand tout le monde n'est pas aligné, etc., est-ce que punir, ça devient quelque chose d'imaginable ou pas? Voilà, on va essayer d'éclairer ça aussi, comme on l'a fait ce soir avec la cybersécurité. Grand merci à vous trois d'avoir participé. Grand merci à vous autres d'être venus. Ce sera en replay sur le site de TBS pour ceux qui n'auraient pas pu être là. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous le mercredi 4 novembre sur le thème Entreprise punir. À bientôt. Merci, au revoir.